Robuste et puissant, doté d'une longue et épaisse toison, d'un cœur et de poumons très développés, le yak est bâti pour survivre aux hautes altitudes du plateau du Tibet. Dans cette immense région au nord de l'Himalaya, les populations humaines ont entrepris de le domestiquer il y a plus de 7000 ans. Elles en ont fait un allié de taille pour survivre dans ces environnements froids et hostiles et s'y installer malgré la difficulté des conditions de vie. Il y a 18 millions d'années, vivait dans les forêts d'Eurasie un petit mammifère discret et solitaire. De l'Europe à l'actuel Pakistan, il aimait paître dans les clairières humides et les marais à l'orée des bois. L'animal ressemblait aux plus petites antilopes d'aujourd'hui. Cette mini-bête à cornes s'appelle Eutragus. Elle est l'ancêtre commun d'une famille aujourd'hui célèbre, les bovidés. Les populations de cette mystérieuse créature évoluèrent au fil du temps pour s'adapter aux différents milieux naturels du monde. Elles donnèrent naissance, il y a 5 à 10 millions d'années, à une vingtaine d'espèces, dont le puissant auroch. L'homme en choisit certaines pour les domestiquer et lie alors son destin à cette incroyable famille animale. C'est ainsi que zébus, yaks, buffles d'eau et bœufs virent le jour. Le plateau du Changtang, dans la région du Ladakh à l'extrême nord de l'Inde, est un petit bout de l'immense plateau du Tibet. C'est là que vivent les Changpa, un des rares peuples d'éleveurs de yaks toujours nomades, qui se déplacent encore de village en village au gré des saisons. Karnak, à 4600 mètres d'altitude, est l'un des 6 points d'étape de leur périple immuable. « 17 familles vivent ici au printemps pour quelques mois avec leurs 300 yaks qui sont tout pour elles. Les derniers Changpa nomades élèvent le yak dans des conditions très proches de celles de leurs ancêtres. Les animaux dorment dans des enclos de pierre qui font partie intégrante de l'habitat humain. Tsomo et sa famille séjournent ici dans une petite maison traditionnelle. On aurait beaucoup de mal à survivre sans les yaks. Ils nous fournissent tout. Leur élevage n'entraîne aucune dépense. Alors que pour élever des moutons ou des chèvres, il nous faut des bergers pour les emmener tous les jours au pâturage. Avec les yaks femelles, pas besoin de berger. Elles vont au pâturage tôt le matin et elles reviennent à la maison toutes seules le soir. Il est difficile de penser sans le yak. Sans lui, on n'aurait ni lait, ni beurre, ni fromage, ni fumier pour se chauffer ou faire la cuisine. Les yaks femelles, les dris, sont très dociles. Elles sont intelligentes et amicales, très faciles à manipuler, notamment pour la traite. Quand les yaks sont partis paître le matin, on ramasse les bouses dans l'enclos. On les collecte aussi dans la montagne et les pâturages. Ensuite, on les met sur le toit de notre maison pour qu'elles sèchent. On utilise ces bouses séchées pour faire cuire notre nourriture, en particulier le pain local, qu'on appelle kambir. On stocke aussi une partie de ces bouses sèches pour l'hiver.
Chaque soir, les femelles yaks rentrent d'elles-mêmes au village après avoir arpenté les pâturages environnants. Il y a des centaines d'années, quand nos ancêtres ont vu l'abondance d'eau et de pâturage dans ces vallées, ils y ont construit ce village et s'y sont installés avec leur bétail. Nous aussi, on continue à pratiquer la transhumance pour trouver de l'eau et les meilleurs pâturages. Sans ça, il serait très difficile pour nous de survivre. Ces pâturages sont la ligne de vie de tous les nomades. Au printemps, anticipant les premières chaleurs, avant qu'ils ne perdent leur épaisse toison de laine, les yaks mâles sont reconduits au village et accueillis par la communauté. Ces grands mâles puissants et résistants, au caractère fougueux, vivent durant l'année à l'écart du troupeau. Seuls, au pied des glaciers, à près de 6000 mètres d'altitude, ils doivent faire face au froid extrême et aux prédateurs, les loups tibétains et les panthères des neiges. Les restes de ceux qui n'ont pas survécu sont rapportés des hautes altitudes par les hommes. Les paires de cornes, telles de véritables reliques, sont déposées sur des autels sacrés appelés mani, en offrande aux esprits de la montagne et en hommage aux yaks. La figure tutélaire du yak est sans cesse placée au centre du village et de la vie des hommes, jusque dans leurs croyances. De petites figurines en poudre d'os de yak sont brûlées au temple bouddhiste du village, tandis que les queues sont hissées en haut de mâts sous forme d'étendards tendus vers le ciel pour protéger la communauté. Angchuk, membre du conseil du village, veille avec ses pairs sur le respect de ces traditions. Des prières dédiées aux yaks sont prononcées dans les monastères. Elles ont pour but de protéger les animaux des maladies, des mauvais présages et du mauvais œil. Des prières sont également faites pour amener les pluies, les chutes de neige et une bonne herbe dans les pâturages. Comme tous les Changpa, Tsomo s'apprête à récolter les fameuses fibres laineuses, aux qualités exceptionnelles que les yaks perdent naturellement à cette période de l'année. Les yaks mâles sont par nature beaucoup plus sauvages que les femelles. Il est très difficile de les attacher pour récolter leur laine. Parfois, il faut que les hommes s'y mettent à 4 ou 5 pour maîtriser un seul mâle. Une fois que les yaks ont été attachés, les hommes peuvent ramasser leur sous-poil appelé koulou pour le remettre aux femmes de la communauté. À l'image de Tsomo, hommes et femmes murmurent et fredonnent à l'oreille des énormes yaks pour les apaiser. Le sous-poil du yak permet de confectionner des produits textiles, tandis que son poil, appelé tsitpa, sert à fabriquer des cordes et du feutre imperméable et isolant. Des matériaux qui font partie intégrante du quotidien des Changpa. Les femmes du village filent cette laine pour fabriquer des robes traditionnelles, des tapis et des couvertures.
Comme sa laine, le cuir du yak est un élément central de la culture Changpa. Il sert à confectionner des vêtements et chaussures traditionnelles et parfois même des portes d'enclos ou des rapiessages de toiture. Particulièrement épais, il doit être assoupli pour être travaillé. Nettoyé et raclé, les peaux sont mises à sécher. Puis les cuirs, devenus rigides, sont longuement frappés, modelés à la main par des mouvements répétés pour les chauffer afin de leur donner la forme souhaitée. Quelques centaines de moutons et 2000 chèvres cachemire, aussi rustiques que les yaks, complètent le cheptel des Changpa et leur fournissent également des peaux et de la laine de grande qualité. Chèvres et moutons rentrent chaque soir des pâturages pour passer la nuit auprès des hommes, sous la surveillance du berger de l'Himalaya. Ce bétail s'est jusqu'ici adapté aux évolutions du climat et du mode de vie des Changpa. Mais pour les anciens comme Angchuk, le risque réel de voir le yak disparaître est de bien mauvais augure. Les yaks sont présents dans de nombreuses régions du monde, mais leur nombre n'arrête pas de diminuer, ce qui est préoccupant. Si le yak disparaît, nous, les nomades des hautes terres, on perdra tout. Comment est-ce qu'on fabriquera nos vêtements spéciaux, nos tentes, nos tapis? À l'avenir, on risque de regretter beaucoup de choses. Alors avant que ça n'arrive, je lance un message à tous les autres éleveurs. Apprenez à vos enfants à ne pas abandonner les yaks et à les protéger pour maintenir notre tradition et notre culture ancestrale. Je ne veux pas qu'un jour les futures générations ne sachent plus rien de cet animal, de son koulou, de son tsukdan et de son goncha, et ne connaissent plus tous les produits qu'on peut en tirer. Le yak est à la fois figure mystique et pourvoyeur de ressources vitales pour la communauté nomade. Et sa laine, un élément essentiel à la survie des Changpa, dans ces conditions de vie rudes et austères. Avec sa laine longue et épaisse qui le protège du froid comme une lourde cape, le yak attire l'attention des populations anciennes du plateau du Tibet. Ils entreprennent alors de l'apprivoiser, puis de le domestiquer, et adoptent ainsi un compagnon fournisseur de matière, mais aussi taillé pour affronter la montagne à leur côté. Grâce à ses formidables capacités de marcheur et de porteur, ils explorent ensemble de nouveaux territoires d'altitude. On estime que la période de la domestication du yak a débuté au Néolithique, il y a environ 7500 ans. Et c'est dans les gorges étroites de la haute vallée de l'Indus que sont aujourd'hui visibles les plus anciennes gravures connues, évoquant l'interaction entre nos deux espèces. Ces sites rupestres datés de 4000 ans, perchés à 3900 mètres d'altitude, seraient aussi les plus hauts du monde. Feroz Dinchek, vétérinaire et généticien, travaille pour le Conseil indien de la recherche agricole. En charge du suivi sanitaire des troupeaux de la région, il s'interroge aussi sur les origines de la relation entre l'homme et le yak. Ici, on a un très beau pétroglyphe représentant 3 yaks. Ce sont probablement des yaks sauvages, car nous voyons des hommes qui semblent les chasser. Un petit, un moyen et un gros. On voit aussi clairement des chiens, des hommes avec des arcs et des flèches.
C'est sans doute une représentation d'une scène de chasse aux yaks sauvages telle qu'elle devait se pratiquer à l'époque. Ça, c'est la queue du yak avec un homme derrière lui. Ici, on voit la queue de l'animal, ses 4 pattes, et là, un homme monté sur son dos. Et ça, c'est la tête du yak, avec ses cornes très proéminentes. Et devant, on a 2 hommes qui semblent conduire l'animal. C'est une très belle représentation. Ainsi, à l'âge du bronze, 2 pratiques semblaient coexister. Les hommes continuaient à chasser le yak sauvage, tout en vivant auprès de son descendant domestique au quotidien. Ces inscriptions témoignent de l'importance du yak pour les anciens peuplements du toit du monde. Aujourd'hui, il ne resterait plus que quelques milliers de yaks sauvages qui vivent tous dans les vallées les plus reculées du plateau du Tibet. Généralement de couleur noire, ils sont beaucoup plus grands, massifs et hauts sur pattes que leurs descendants domestiques. Les mâles, qui peuvent se montrer agressifs, mesurent jusqu'à 2 mètres au garrot et peuvent peser près de 1200 kilos. Resté proche de son ancêtre le yak sauvage, le yak domestiqué vit toujours dans le même espace géographique et il est encore souvent soumis à la sélection naturelle. Feroz Dinçek rend régulièrement visite aux éleveurs pour s'assurer de la bonne santé de leur cheptel. Autour des grands lacs salins du Changtang, comme le Tsokar, les troupeaux de yaks sont rassemblés pour profiter d'abondantes prairies. Ce sont des ladakis, une des 20 races de yaks domestiques connues. Le yak est lié au Ladakh depuis des milliers d'années. L'ancêtre du yak domestique est le yak sauvage, dont le nom latin est Bos mutus. C'est cette espèce que les humains ont apprivoisée pour donner le yak domestique qu'on trouve aujourd'hui, Bos gruniens. Celui-ci a conservé la capacité du yak sauvage à survivre dans des conditions hypoxiques, par des températures extrêmes avec peu d'herbe, en consommant aussi de la neige et de la glace en hiver. Ces animaux ont 2 couches de poils, une sous-couche qu'on appelle koulou et une couche extérieure appelée poil de jarre. On voit qu'ils ont une vaste cage thoracique et de larges poumons pour pouvoir stocker un maximum d'air. À partir du moment où les yaks ont été élevés à des altitudes plus basses, leurs capacités thoraciques ont légèrement diminué. Les chercheurs ont découvert que ces animaux possédaient des gènes spéciaux, notamment le gène mélatonial, qui augmente leur capacité à fixer l'oxygène, ce qui leur permet de s'adapter aux conditions froides, arides et hypoxiques de l'Himalaya et du plateau tibétain. Ces yaks domestiques sont plus dociles que les yaks sauvages parce qu'ils ont été apprivoisés. Mais on peut dire que les yaks mâles, qui restent farouches, sont des animaux semi-domestiqués, parfois très difficiles à maîtriser. Au cours des millénaires qui suivent sa domestication, le yak accompagne les hommes dans leur migration.
En Mongolie via la chaîne de l'Altaï, jusqu'en Inde avec les Grands Moghols, et en Asie centrale, qui voit le développement des peuples turcs, ou encore en Afghanistan. Pour les matières qu'il prodigue, mais aussi grâce à ses qualités de marcheur, le yak rayonne dans toute l'Asie intérieure d'altitude via de mythiques routes commerciales. La route du sel, la route du thé et bien sûr la route de la soie. Le yak a ainsi accompagné et peut-être même favorisé les échanges entre populations humaines et leur accès à de nouveaux territoires. Mais au XXe siècle, la mécanisation l'a poussé hors du transport commercial, sonnant le glas des caravanes. Ce franchisseur de col et infatigable porteur a aujourd'hui été remplacé par les camions. Et les peuples d'éleveurs de yaks sont devenus rares. C'est en Himalaya oriental que l'on rencontre un de ces derniers peuples. Les Monpas vivent au nord-est de l'Inde, au Bhoutan et au sud du Tibet. Ils ont adopté le yak il y a 2 millénaires. Et aujourd'hui encore, l'animal est un véritable pilier de leur culture et de leur tradition. Les Monpas célèbrent le yak à travers un spectacle qui perpétue sa symbolique. La danse du yak marque les temps forts de l'année, comme le départ des Brokpas et de leurs yaks pour la transhumance de printemps. Je m'appelle Nilma Tsering. Je viens de Loubrang. Et je suis Brokpa, c'est-à-dire éleveur de yak. Ceux qui n'ont pas de yak ne sont pas des Brokpas. Nous, on n'a pas d'autre moyen de subsistance que le yak. La danse du yak vient du cœur. La pratiquer nous permet de nous connecter à l'animal et nous protège aussi de la mort. C'est bien pour le développement du village et de la communauté. C'est aussi pour ça que j'aime danser. Parce que j'aime notre culture. La danse du yak, c'est une façon de montrer la reconnaissance de tout le village. Cette danse est comme une offrande de prière à Dieu. Ainsi célèbre-t-on la paix et la prospérité que l'animal symbolise. L'inviter à danser parmi les hommes est censé apporter cette bénédiction à la société tout entière et au grand voyage qui s'annonce pour les Brokpas et pour leurs yaks. Tsering est un Monpa de 66 ans qui vit avec sa famille au cœur du petit village. Avec sa femme et leurs 2 enfants, ils élèvent autour de leur ferme de bois une 50aine de bovins qu'ils s'apprêtent à faire transhumer.
J'ai 37 yaks, des mâles et des femelles, mais aussi 16 hybrides, qui sont des croisements entre yaks et vaches. Les yaks sont une véritable corne d'abondance. Tout ce qu'on porte de la tête aux pieds vient d'eux, ainsi que le beurre et le fromage. On est très reconnaissant envers nos parents, mais les yaks nous nourrissent mieux qu'eux. À quelques heures du départ, et comme chaque jour de l'année, Tsering et sa femme confectionnent à partir du lait de yak les produits qui garnissent l'essentiel de la table Monpa. Une partie du tchourpi, le fromage de yak, est vendue pour subvenir aux autres besoins du foyer. À partir de la crème, on obtient le très prisé beurre de yak, qui permet de se réchauffer avec un thé au beurre. Mais dans tous les esprits de la maison, le constat est le même. La production de lait a baissé, à cause de l'augmentation des températures, qui ne conviennent plus aux yaks. En cette journée du mois de mai, comme chaque année, la famille de Tsering est prête pour la transhumance de printemps. Elle les conduira jusqu'à l'estive de Broktse, 1000 mètres plus haut, à près de 4000 mètres d'altitude, à la frontière avec le Bhoutan. Le matin du départ, les yaks qui ont senti que le moment était venu prennent des forces en se rassasiant de céréales trempées. Il règne une atmosphère paisible et solennelle. La femme de Tsering se prosterne en vénération du Bouddha et de son enseignement, le Dharma. Au moment de partir pour la transhumance, on fait des offrandes. Ces rituels sont destinés à apporter chance et fertilité. Le matin du départ, avant de charger les yaks et les hybrides, on brûle de l'encens. On récite des prières pour les divinités et les protecteurs du Dharma. Il faut prier toutes les divinités et les protecteurs du Dharma parce qu'ils assurent le bien-être du bétail et des humains. Comme ça, nous sommes tous protégés contre les maux et les blessures tout au long du trajet. Les prières permettent aussi aux vœux d'être exaucés. On ne sait jamais pour combien de temps on part dans les pâturages. Il faut donc préparer suffisamment de farine, de riz, de sel, de piment et même de feuilles de thé et charger le tout sur les yaks.
La vie commune des Monpa et de leurs yaks est depuis longtemps rythmée par cette transhumance vitale. En temps normal, les yaks profitent en été sur les alpages de températures plus fraîches et de pâturages plus riches. En retour, ils offrent aux hommes tous les éléments nécessaires à leur survie. Mais les jeunes Monpa acceptent de moins en moins d'adopter cette vie faite de contraintes et de sacrifices. Et la hausse des températures, qui nécessite de transhumer toujours plus longtemps, met à mal cette tradition pastorale millénaire. De nos jours, la migration entre Brokse et Lubrang est très courte et très facile. Il ne faut qu'une journée, alors qu'avant, la transhumance prenait de 12 à 13 jours sous la pluie, la neige, et on n'avait ni bâche ni tente. Il fallait dormir sous un rocher ou sous un arbre. Autrefois, il y avait beaucoup de pluie quand on montait au printemps et beaucoup de chutes de neige quand on redescendait à l'automne. Parfois, on épuisait tout le stock de provisions en chemin, alors il fallait affronter la faim et la soif. La diminution du nombre de yaks est due au manque d'herbe et d'eau sur les alpages à cause du réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de brokpas qui se rendent en altitude et de moins en moins de yaks. En Inde, la population totale de yaks est passée de 77 000 têtes à 58 000 en moins de 10 ans. Et ce sont de plus en plus les croisements entre yaks et vaches qui intéressent les éleveurs, car ces animaux, qui résistent mieux à la chaleur, sont moins dépendants de ces transhumances. Avant, il y avait moins d'hybrides, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de croisements parce que les hybrides rapportent plus d'argent que les yaks. Les yaks sont adaptés au froid, donc il faut les emmener très haut. Mais nos enfants ne veulent plus vivre dans ces conditions. Maintenant, plus personne ne veut aller en altitude. Les enfants sont tous à l'école dans la vallée. Quand on sera mort, il risque de ne plus y avoir de yaks. Mais j'espère quand même que nos enfants continueront à s'en occuper quand ils auront fini leurs études. Tenzin, le fils de Tsering, est venu pour l'occasion prêter main forte à son père, un moment qu'il attend toujours avec impatience. Quand j'étais petit, j'aimais bien accompagner mon père. Je marchais juste derrière lui. C'est comme ça qu'il m'a appris à m'occuper des bêtes et les différents types de cris pour les appeler. Tout est intéressant. Marcher d'un endroit à un autre, grimper dans les montagnes, découvrir de nouveaux endroits, voir de nouvelles choses, marcher en famille avec le bétail. C'est ce que j'aime dans ce périple. Mes parents m'envoient à l'école pour que j'étudie et que je trouve un emploi ailleurs. Donc je ne veux pas les décevoir. Mais quand je vois mon père qui fait ça depuis toujours, quand je vois le troupeau qui s'agrandit, ça me donne envie de prendre la relève. Comme on a déjà cet élevage de yaks, je pense continuer sur les traces de mon père. La survie des yaks dans ces montagnes tient désormais à l'abnégation de ces dernières familles de Brokpa à l'élever coûte que coûte, comme s'il s'agissait de leur propre survie.
Dans un monde aujourd'hui en changement, comment peut-on réinventer la destinée du yak, loin des traditions? Le gouvernement indien a créé en Arunachal le Centre national de recherche sur le yak. Mihir Sarkar, son très investi directeur, connaît parfaitement les raisons du déclin du bovidé et entend bien proposer des solutions pour sauvegarder le yak en Inde. La première cause de ce déclin, c'est le système de la transhumance et les difficultés géographiques et climatiques rencontrées par les éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Dans notre ferme, on élève des yaks de façon sédentaire. Ça veut dire qu'on laisse nos yaks toute l'année au même endroit, sans faire de transhumance. On pense que c'est ce mode d'élevage qui aura un avenir dans le pays et que sa rentabilité suffira à attirer les jeunes générations. On pense que ça diminuera les contraintes de l'élevage actuel dont les jeunes ne veulent plus. On mise donc ici sur les individus dont on estime que les caractéristiques sont adaptées à ce nouveau mode d'élevage. On sélectionne notamment parmi les populations de yak locales les mâles qui font preuve de résistance à la chaleur et dont la descendance aura de bonnes chances de supporter des étés sans migration en altitude. Leur lignée sera suivie sur plusieurs générations pour confirmer les espoirs placés en elles. L'autre problème qui explique ce déclin, c'est la pauvreté génétique des animaux, d'où une mauvaise productivité et une mauvaise rentabilité. On a commencé à établir la carte génétique des yaks et on a mis en place une sélection de mâles ayant les meilleures qualités de reproducteurs. On les a habitués à la collecte de sperme et on cryogénise ces semences. On fabrique ensuite des paillettes de sperme pour faciliter l'insémination artificielle des yaks. On utilise ces paillettes cryogénisées dans notre ferme. On les distribue aussi dans d'autres régions du pays où on élève des yaks. On espère que cela réglera les problèmes de consanguinité que les éleveurs actuels gèrent mal, parce qu'ils utilisent les mêmes mâles d'année en année pour inséminer les mêmes femelles. On a aussi mis au point des outils pour diagnostiquer et traiter les infections bactériennes et virales qui touchent les yaks. Une autre grande raison qui explique le déclin de la population de yaks, c'est le faible retour économique pour les éleveurs. Donc notre but, c'est d'augmenter la demande de produits issus du yak pour que les éleveurs en bénéficient en vendant plus. Par exemple, le yak produit deux types de laine, une laine extérieure rugueuse et une laine intérieure très fine. Or, la laine extérieure rugueuse est souvent jetée. Donc, on a mis au point des techniques pour utiliser cette laine rugueuse en la mélangeant avec du jute ou de la laine de mouton. À elle seule, cette technique permet de multiplier par 10 le rendement du yak. Les peuples d'éleveurs ont depuis toujours sélectionné des caractéristiques particulières chez les yaks, engendrant l'apparition de différentes races. Mais dans un monde en changement, la tentation nouvelle d'uniformiser l'animal comporte un risque, celui de voir disparaître leurs qualités uniques, façonnées par des millénaires de lente et profonde adaptation. Alors que le réchauffement climatique s'intensifie et que les modes de vie évoluent, le futur du yak est incertain. La vision indienne de son avenir n'est pourtant pas la moins enviable. En Chine,
l'élevage du yak est désormais destiné à satisfaire une demande en viande croissante dans le pays. Ainsi, sur son continent d'origine, le yak à la dérive perd inexorablement de son aura sacrée et de son lien avec notre espèce. C'est en Suisse, là où on ne l'attendait pas, que le yak semble trouver de nouveaux adeptes plus respectueux de ce qu'il incarne. Longtemps cantonné à son aire d'origine asiatique, le yak tente sa chance sur de nouvelles terres froides ou d'altitude en Amérique du Nord ou en Europe. Dans les Alpes, Rosula Blanc, éleveuse de yak et caravanière, vit avec son troupeau dans sa petite ferme du Yak Blanc, perchée à 1800 mètres d'altitude dans le Val des Reims. C'est en passant du temps auprès des bovidés et en les observant sous toutes les coutures qu'elle a pris la mesure du potentiel de l'animal. Pour Rosula, vivre cet apprivoisement mutuel, c'est un peu comme revenir à l'origine de la domestication du yak, tant l'animal a conservé une personnalité entière et complexe et un fort instinct sauvage. Je trouve toujours intéressant d'observer l'effet de codomestication entre l'animal et les peuples d'origine qui ont vécu ensemble. Et le yak, je dirais, il est comme les Tibétains, il a le côté posé, calme du bouddhisme, la méditation, et il a le côté explosif d'un guerrier et d'un bandit. Et en vivant avec, après 14 ans, on devient un peu comme ça aussi. Et moi, ça me correspond très bien. Je peux être très calme, mais je peux être assez explosif aussi, donc je me reconnais beaucoup en eux. Pendant longtemps, les rares yaks hors de leur terre d'origine étaient dans des eaux, bien loin des altitudes ou de la fraîcheur qui leur sont nécessaires. De retour en montagne, ils retrouvent peu à peu leur fonction originelle. Ce qui est intéressant avec le yak pour nous en Suisse, c'est qu'il occupe les pentes raides et les alpages où nos vaches locales ne vont plus parce qu'on les a développées, on les a poussées, elles sont plus grandes, plus lourdes pour avoir plus de rendement. Et donc, tout à coup, elles sont trop lourdes pour aller dans les pentes raides où elles broutaient autrefois. Et on n'a plus de race locale qui peut exploiter ces endroits. Et il faut trouver une autre bête, une autre possibilité pour exploiter ce terrain. C'est un animal aussi qui n'a pas besoin de beaucoup de soins, qui est très rustique, très facile à tenir, dans une stabulation libre à l'extérieur, donc qui peut être intéressant aussi pour des paysans à mi-temps qui font ça à côté, qui des fois c'est des gens qui ont repris une petite ferme de leurs parents et qui veulent la garder tout en faisant encore autre chose. Kubilai, c'est mon premier yak. Tout a commencé avec Kubilai, que j'avais vu une petite annonce. Et on m'avait dit que c'est un animal sauvage, qu'il ne fallait pas le prendre, qu'il était dangereux. Mais j'ai eu, dès le début, un rapport très spécial. Quelque part, c'est lui qui a amené les yaks ici. Il a guidé le troupeau et il l'a posé ici. C'était comme son rôle de poser le troupeau. Et maintenant, il est vieux, il a beaucoup changé, il est énormément calme comparé au début. Mais pour moi, c'est mon début de la relation au yak. C'est mon premier maître. Dans le sens que, comme j'ai jamais rien eu d'écrit sur les yaks ou d'explication comment ça fonctionnait, je suis obligée de les observer. C'est comme je suis obligée de les lire, de déchiffrer leur langage pour les comprendre. Quand il y a eu des problèmes physiques avec les yaks, on s'est rendu compte que souvent, on ne sait pas ici comment on peut les soigner. Et c'est là où j'ai commencé avec le toucher de voir si je pouvais les aider. Et je me suis rendu compte que c'était une manière de communication pour les animaux. Pour une fois, je ne leur demande pas un déplacement ou de faire quelque chose. On est juste en train
de sentir. Ils peuvent répondre, ils peuvent dire s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Il a des moments de telle relaxation qu'il s'endort avec moi à côté, que mes premiers yaks, je ne pouvais pas les approcher. Mais je force jamais, je les laisse faire. Et le petit dernier, lui, il vient, c'est le premier yak qui vient vraiment vers moi dans ce jeu. Mais c'est très nouveau. À 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, comme à 2000 mètres en Suisse, c'est dans la marche que la relation entre l'homme ou la femme et le yak s'exprime pleinement. En randonnée, en trek ou en caravane, la complicité doit être totale pour que le pied et le sabot règlent leurs pas. Les déplacements avec les yaks, c'est peut-être des moments les plus forts qu'on vit en troupeau. De courir avec mes yaks et tout ce troupeau qui suit, c'est juste des moments absolument magiques. De force sauvage que ça réveille en nous aussi, de devenir yak un moment. C'est lumineux pour moi, c'est magnifique, c'est un partage, c'est une appartenance, d'être dans toute notre énergie sauvage qu'on porte, mais qu'on utilise tellement rarement dans notre société. Pour communiquer, moi, je dois me poser dans le troupeau et je dois comme gagner ma place comme leader en les amenant où il y a de l'herbe, de l'eau, en faisant des choix qui sont raisonnables pour eux, qui ne sont pas dangereux pour eux. Je crois qu'ils observent vraiment si je fais des choix intelligents. C'est devenu un partenariat où eux, ils peuvent apporter leur savoir. Trouver un passage dans des terrains difficiles, hors chemin, où ils sont tellement plus doués que nous. Des fois, leur perception du territoire, que je ne comprends pas toujours, mais je suis convaincue que c'est toujours une décision juste ou fondée d'après leur sens, d'après leur compréhension. Le fait que les yaks sont ici en Suisse, ça apporte quelque chose à nous les humains, je crois. C'est nous les humains qui nous adaptons d'abord et qui ressortons ces aspects sauvages et doux de nous-mêmes. Le yak va prendre beaucoup plus longtemps à s'adapter à nous. Sur le plateau du Tibet d'où il vient, sur tout l'arc himalayen qu'il a conquis à nos côtés, et dans l'ailleurs où il tente de nous accompagner, le yak demeure pour les sociétés humaines un allié de taille. Mais à l'heure des bouleversements climatiques et sociaux, le yak doit à nouveau faire preuve de résistance et d'adaptation pour survivre. S'il y parvient, avec ou sans notre aide, il continuera d'être pour nous ce guide et compagnon irremplaçable, entre sommet et haut plateau, sur les hauteurs comme dans les pentes.